Eh bien, bonsoir à tous. Mes enfants m'ont remplacé par ChatGPT. Le 10 décembre dernier, ChatGPT était sorti depuis à peine 10 jours. J'étais en train d'aider une de mes filles jumelles à faire ses devoirs. Elles sont en seconde au lycée. Donc j'étais en train d'aider Maya et Iseline, donc sa sœur, m'appelle pour que je vienne l'aider. Et comme j'étais en train d'aider la première, quand je suis arrivé, 20 minutes après, une demi-heure après, elle me dit « Ah, trop tard papa, ChatGPT m'a déjà aidé. » C'est véridique et c'était 10 jours après la sortie de ChatGPT. Alors, j'ai regardé ce qu'elle était en train de faire. C'était un problème d'optique en physique. J'ai regardé la réponse aux questions. C'était correct. Et j'ai regardé la discussion qu'elle avait eue avec le bot. Et là, j'ai trouvé ça très, très intéressant. On parlait juste avant, dans la session précédente, de la notion de copilote. Et bien, c'était exactement ça. Elle n'avait pas posé la question du problème à ChatGPT pour avoir la réponse et simplement recopier la réponse. Elle avait eu une interaction avec le bot pour mieux comprendre chacune des questions, ce qu'il fallait faire, et elle s'est fait guider pour, in fine, répondre à la question elle-même. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est le moment, je pense, où j'ai compris que c'était véritablement une notion d'interaction, et le fait qu'une intelligence artificielle, générative entre autres, ne va pas nous remplacer tout de suite en tant qu'humains, mais en revanche, une organisation ou une personne qui utilise de manière efficace une intelligence artificielle générative risque de remplacer les autres. Alors, vous le savez... Ah, petit sondage. Vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs. Qui parmi vous a déjà vu cette peinture? Levez la main si vous la connaissez. Une personne dans la salle. 2 personnes dans la salle. Alors, cette peinture fait partie d'une série de peintures qui s'appelle... La série s'appelle La famille de Bellamy. Celle-ci s'appelle Edmond de Bellamy. Et c'est, à ma connaissance, la première œuvre générée par une intelligence artificielle qui a été reconnue et qui a obtenu le statut d'œuvre d'art. Elle a été vendue dans une vente aux enchères par Christie's il y a quelques années pour la modique somme de $400 000. Alors, je vous raconte ça parce que je trouve assez intéressant le fait que pendant longtemps, on a dit que les machines et que les intelligences artificielles en particulier n'étaient pas créatives, que c'était juste du big data, etc. Je pense que cela a changé. Et je pense, et on va le voir dans la suite de l'exposé, que les intelligences artificielles, et en particulier les intelligences artificielles génératives, peuvent contribuer à booster notre propre créativité, voire peut-être être créative elle-même. Mais ça, tout dépend de la définition de la créativité qu'on se donne. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous le savez, l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui est particulièrement nouveau. L'aventure a commencé il y a 70 ans, notamment avec Alan Turing et le fameux test de Turing. Depuis 70 ans, il y a eu différentes périodes, des périodes pendant lesquelles on a beaucoup cru à l'IA, d'autres périodes pendant lesquelles on y a un petit peu moins cru. On a parlé d'hiver, de l'intelligence artificielle, en particulier au milieu des années 70 et puis au début des années 80. Depuis une dizaine d'années, on est plutôt dans un été de l'intelligence artificielle, dans le sens où il s'est passé beaucoup de choses avec beaucoup de valeur qui a été créée. Et puis, encore plus récemment, l'intelligence artificielle générative, et en particulier depuis 2014 avec l'invention des GAN, GAN, Generative Adversarial Network, qui est le type d'algorithme qui a été utilisé pour générer la peinture que j'ai présentée juste avant. Alors, depuis le 30 novembre 2022, on parle beaucoup de ChatGPT. On a tous été extrêmement surpris, on a été sidérés, on s'est amusé avec. Et malgré la visibilité et la puissance et les limites de cet outil, eh bien, malgré cette visibilité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et je vais essayer, dans les minutes qui viennent, avec vous, de partager quelques informations, quelques insights, et en particulier essayer d'apporter des éléments de réponse à 4 questions. Première question, qu'est-ce que sont que ces intelligences artificielles génératives? Comment est-ce qu'elles ont commencé à transformer le business et de manière plus générale la société? Alors, il y a des applications qui vont être autour du texte, dont on a parlé dans l'intervention précédente, mais on va voir qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se profiler à l'horizon. Troisième question, quels sont les risques et les limites? Et puis enfin, les choses allant tellement vite, à la fois en termes de développement technologique, mais aussi en termes de vitesse d'adoption, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en 2023, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir? Alors, première question, vous savez, l'intelligence artificielle, je le disais il y a quelques minutes, c'est pas nouveau. Il y a eu de nombreuses approches qui ont été mises en œuvre pour essayer de faire de l'intelligence artificielle.
Parmi ces approches, le machine learning et au sein du machine learning, le deep learning. Le deep learning étant l'approche qui est tellement puissante aujourd'hui que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, en réalité, souvent, dans la majorité des cas, on parle de deep learning. Et le deep learning a été utilisé au moins depuis 10 ans avec beaucoup de succès pour, on va dire, une première grande catégorie de cas d'usage, c'est ce que je vais appeler donner du sens aux données. Donner du sens aux données, et là-dedans, il y a un peu 3 paquets. Le premier paquet, c'est la classification. La classification, ça va consister à rassembler des objets au sein d'un certain nombre de catégories. Alors ça va être par exemple si vous avez un hôtel ou une chaîne d'hôtels, vous voulez identifier les clients qui sont susceptibles de passer à la concurrence en vous basant sur leur historique, eh bien l'intelligence artificielle peut vous aider à identifier ces clients et puis donc à avoir des actions avant qu'ils ne passent à la concurrence. Deuxième grand cas d'usage, c'est la régression. La régression, c'est par exemple tout ce qui va être équation de pricing. Ça va être par exemple, étant donné, alors on est toujours dans la situation d'un hôtel par exemple, étant donné la date de votre voyage, la date d'arrivée, la date de départ, le nombre de jours avant votre réservation, la période de l'année, etc., etc., les systèmes de régression vont permettre de sortir le prix optimal qui vont permettre de maximiser les revenus, c'est-à-dire de maximiser l'équation nombre de réservations multiplié par le prix. Donc ça, c'est la régression. Et puis enfin, troisième grande catégorie, c'est le clustering, qui ressemble un petit peu à la première. Et donc là, il s'agit d'identifier, de segmenter des utilisateurs, par exemple en se basant sur votre historique de navigation, sur votre comportement sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, in fine, en particulier pour pousser des publicités qui vont correspondre très spécifiquement à votre profil psychologique. Voilà, donc en gros, ça c'est ce qu'on fait depuis au moins 10 ans avec beaucoup de succès grâce au deep learning. Plus récemment, et en particulier depuis 2014 avec l'invention des GAN et puis d'autres types d'algorithmes qui sont arrivés ces dernières années, on parle d'intelligence artificielle générative. Et là, c'est un petit peu le problème inverse parce que cette fois-ci, à partir de catégories, à partir de tags, on va générer du contenu. Ce contenu pouvant être du texte, de l'image, de la vidéo, du son, de la musique, etc., etc. L'image qui est là derrière a été générée par Midjourney, qui est une des plateformes d'intelligence artificielle qui permettent de générer des images avec un simple prompt. Vous voyez, ça tient en quelques mots. J'ai demandé de représenter un chat, une intelligence artificielle qui hallucine un chat à partir de bruits blancs. Et voilà l'image que j'ai obtenue. Donc, bon, ce genre de choses. Alors, si vous vous demandez comment marchent ces intelligences artificielles génératives, il y a une des infrastructures absolument clés aujourd'hui qui s'appelle les Large Language Models, dont on a parlé plusieurs fois depuis le début de la matinée. Et puis, un type d'algorithme en particulier dans ces LLM sont les algorithmes dits de transformers. Je parle de ça, on ne va pas rentrer dans le fonctionnement de ces algorithmes. Si vous voulez comprendre un petit peu mieux, je vous invite à lire ce papier qui est très intéressant et un peu compliqué aussi. Je vous en parle parce que je trouve assez intéressant que les transformers, qui sont aujourd'hui utilisés dans la majorité des LLM ou dans beaucoup de LLM, ont été en réalité inventés par Google. Ont été inventés par Google et pourtant aujourd'hui Google est un petit peu pointé du doigt comme les gars qui arrivent un petit peu après la bataille, alors qu'en réalité pas du tout. Ils ont inventé ces algorithmes. Et la question que je me pose encore aujourd'hui, alors j'ai quelques idées là-dessus, c'est pourquoi est-ce que Google a publié, c'est une publication académique, donc ouverte, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas breveté et pourquoi ils ne sont pas arrivés sur le marché avant OpenAI, par exemple. Alors, il y a des hypothèses là-dessus, chacun peut se faire son opinion. Mais voilà, je tenais à rendre à César ce qui appartient à César. Alors maintenant, quels sont les cas d'usage ? On a vu dans la présentation précédente que la majorité des cas d'usage de ces IA génératives, l'épicentre est autour de la génération de contenu. C'est normal, puisque c'est pour ça que ces LLM ont été conçus. Génération de contenu, je l'ai dit, qui peut être du texte, qui peut être de l'image, de la vidéo, de la musique, etc. En parlant du texte, bien sûr, beaucoup de cas d'usage autour des agents conversationnels. Les agents conversationnels, donc, ils peuvent avoir des applications, notamment dans le support client.
D'autres cas d'usage également dans, bien sûr, la génération de contenu, dans la reformulation, la synthèse, la génération de code, etc. Mais encore une fois, ces cas d'usage ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les LLM ont été conçus pour ça. Dans les cas d'usage, on va dire un tout petit peu moins évident, mais quand même un petit peu évident, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour du search. Et là, je dois dire que j'ai personnellement changé un tout petit peu d'avis sur le sujet, parce que quand, après la sortie de ChatGPT, on a vu un petit peu partout dans les médias, ça y est, Google est mort, le search est mort, ça va être remplacé par les IA génératives, etc. Et ma première réaction a été de dire non, parce que pour plusieurs raisons. D'une part, ces modèles sont entraînés sur des données. Ça ne peut pas être entraîné en live. Donc, si vous avez utilisé ChatGPT, vous savez que les données qui sont utilisées pour l'entraînement datent de 2021. Donc, il nous manque les 2 dernières années. Et on ne peut pas les entraîner en live pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de puissance de calcul. Ça arrivera peut-être. Mais surtout, un LLM n'est pas fait pour répondre à des questions, n'est pas designé pour répondre à des questions, n'est pas designé encore moins pour donner des réponses correctes à des questions. Un LLM est en réalité une sorte de système d'autocomplétion comme vous avez sur votre smartphone, mais un tout petit peu sophistiqué. C'est-à-dire qu'il est designé pour trouver le mot le plus probable après une série de mots. Et il se trouve, et c'est un peu une émergence, que les mots mis les uns au bout des autres donnent des réponses, et ces réponses sont parfois correctes, mais pas toujours. Alors il est prouvé que ces modèles ne peuvent pas, on ne peut pas garantir à 100% que les réponses seront données. Et donc, du coup, j'avais des doutes sur les capacités à ce que ça remplace la notion de search. Mais, je le disais, je suis un petit peu revenu sur cette position, notamment parce que on commence d'ores et déjà, et c'est ce que Microsoft fait avec Bing et puis OpenAI, on commence à voir apparaître des solutions hybrides où on va se servir d'un moteur de recherche classique pour trouver des documents, et ensuite on va mettre ça à l'intérieur du modèle, qu'on n'utilise pas comme une base de données, mais qu'on utilise simplement comme un modèle, et on demande au modèle d'en faire la synthèse. Donc, effectivement, le search est en train d'être transformé profondément, et c'est le search, et de manière plus générale, c'est toute la navigation sur Internet. Ça va être la façon dont on interagit avec un site, la FAQ, la barre de recherche sur le site Internet, etc., va être complètement transformée, je pense, dans les mois et dans les années à venir. Alors on continue d'avancer un petit peu sur les cas d'usage et on va vers des choses qui sont encore moins évidentes, j'allais dire, et j'en reviens justement à cette notion de créativité. On a dit pendant longtemps, les machines ne sont pas créatives. D'ailleurs, la notion d'intelligence pour une machine est complètement discutable. Or, je pense qu'on arrive à un point où les machines peuvent nous permettre de booster notre créativité. Premier exemple, imaginez que vous êtes créateur, vous designez des habits et vous avez une idée et vous voulez visualiser rapidement cette idée. Vous voulez faire du prototypage rapide. En quelques prompts sur Midjourney ou sur DALL-E ou sur une de ces plateformes, vous pouvez visualiser quelque chose. L'exemple qui s'affiche dans mon dos, j'ai demandé à Midjourney de me générer un costume façon haute couture qui serait un hommage à Iron Man, parce que j'aime bien Iron Man. Et voilà, j'ai obtenu plein de choses, notamment cette chose que je trouve assez esthétique. Donc non seulement ça permet de visualiser rapidement, mais aussi ça permet de donner des idées. Tiens, je me dis, j'aurais pas pensé à ça en tant que créateur. D'autres choses qu'on a essayé de faire avec nos clients, donc moi je travaille pour un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Arthur Day Little, et on a testé des choses avec nos clients, et en particulier sur un projet de diversification, donc stratégique au niveau de la direction générale. On a organisé une journée de brainstorming pour essayer d'imaginer des nouvelles pistes de diversification pour notre client. Dans les personnes qui ont contribué au brainstorming, il y avait des personnes de la direction générale, on avait quelques experts externes, et nous avions également ChatGPT. Alors, parmi les idées qui ont été suggérées, il y avait des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque, qui n'étaient pas intéressants, mais comme les idées que j'ai données, puis que les autres ont données, il y avait à boire, à manger, et ChatGPT, pareil, il y avait des trucs qui étaient véritablement des perles, d'autres qui étaient un peu moins bonnes, mais il y avait des perles, c'est important. Troisième, on continue d'avancer sur cette notion de LLM, et maintenant je vais vous parler un petit peu des propriétés émergentes. C'est quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, la génération de contenu et la génération de texte, c'est la chose à laquelle on s'attendait. Mais il y a des émergences, des choses auxquelles les développeurs, les inventeurs de ces technologies ne s'attendaient pas du tout
du tout. Par exemple, la capacité à faire du raisonnement visuel. Si je demande à Midjourney de me faire une photo de Iron Man de 1920, non seulement le modèle est capable de comprendre à quoi ressemble une photo de type 1920, mais elle est aussi capable de comprendre à quoi ressemble un gentleman de 1920 et à quoi pourrait ressembler son costume d'Iron Man en 1920. Donc ça, c'est une émergence. Parmi les autres choses qui commencent à être véritablement intéressantes, c'est la capacité à faire du raisonnement multidisciplinaire. Donc quand on va demander à GPT-4, par exemple, et j'y reviendrai tout à l'heure sur un papier très très intéressant de Microsoft dont je redirai quelques mots, la capacité à résoudre des problèmes ou à apporter des éléments de réponse à des problèmes en allant puiser des connaissances dans différentes disciplines qui peuvent être de l'économie, de la physique, des mathématiques, etc., etc. Et ça fait se poser un certain nombre de questions, et notamment une question que je me pose aujourd'hui, c'est quelles sont les capacités cognitives minimales pour un être humain pour être meilleur, entre guillemets, qu'un LLM. Je vous pose la question, je vous laisse y réfléchir. Alors, dernier élément, et pour arriver sur les cas d'usage encore moins évidents, je voudrais revenir sur la vitesse d'adoption de ChatGPT. ChatGPT a été lancé publiquement le 30 novembre, et en 4 jours et demi, on avait déjà atteint 1 million d'utilisateurs. Donc ça, c'est un chiffre qui a été confirmé par OpenAI. Il n'y a pas eu de chiffre qui a été annoncé pour le nombre d'utilisateurs aujourd'hui. On a estimé, en faisant un petit calcul sur le dos d'une enveloppe, qu'on était à 300 millions d'utilisateurs fin février. Donc ça fait de ChatGPT l'application qui a été adoptée de la manière la plus rapide depuis toujours. C'est le plus rapide. Et vous savez, il y a quelque chose qui est vraiment très très important dans cette vitesse d'adoption, parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, des outils extrêmement sophistiqués, extrêmement puissants sont accessibles à des utilisateurs, et n'importe qui, ça a été dit dans l'intervention précédente, n'importe qui sait tenir une conversation. Même ma grand-mère, ma grand-mère sait tenir une conversation, donc elle sait utiliser ChatGPT. Et ça explique en grande partie l'adoption très très rapide. L'autre aspect, qui est encore plus important, c'est qu'on a pour la première fois des outils qui sont extrêmement sophistiqués, extrêmement puissants, qui sont aussi accessibles à travers des systèmes d'API, à travers des systèmes de low-code, no-code. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un très grand nombre de développeurs, d'entrepreneurs peuvent construire des applications, des cas d'usage, des modèles économiques sur la base de ces modèles extrêmement puissants. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si vous vous rappelez comment fonctionnent les grandes révolutions industrielles et les grandes vagues d'innovation, ça suit toujours le même schéma. Il y a 3 temps, toujours. Premier temps, découverte scientifique. Deuxième temps, sur la base des découvertes scientifiques, on construit des briques technologiques. Troisième temps, adoption généralisée. Et là, cette adoption généralisée suit une phase dans laquelle il y a eu en général des notions de early adopters, etc. Et quand on est dans le troisième temps, quand on est dans cette adoption généralisée de ces briques technologiques, c'est là qu'on a les grandes ruptures au niveau business, voire au niveau sociétal. Et nous sommes en plein dans la grande synthèse créative à la Schumpeter de l'intelligence artificielle, parce que ces technologies sont désormais accessibles à un très grand nombre d'utilisateurs d'une part, mais surtout, c'est encore plus important, de développeurs et d'entrepreneurs qui vont construire des applications dans absolument tous les sens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a les cas d'usage qui sont évidents ou plus ou moins évidents, dont j'ai déjà parlé, mais ça veut aussi dire qu'il y a tout un tas de cas d'usage qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui et qui vont émerger de ce foisonnement. Certains vont rater, mais d'autres vont fonctionner. On va se dire, tiens, là, il y a un truc absolument incroyable. Et ces choses-là, ce sont à la fois des risques et des opportunités, ne sont pas possibles à prédire. Et donc, ça veut dire que pour les entreprises, il y a une façon particulière de construire sa stratégie quand on est face à une telle incertitude. Alors, il me reste quelques minutes, je crois. Je vais passer très rapidement sur les limites et les risques. Et 3 catégories de risques et de limites. Première catégorie, c'est tout ce qui va tourner autour de la qualité des contenus.
Vous savez, si vous avez utilisé ChatGPT, des fois, il va répondre à une question en prétendant qu'il connaît la réponse à la question, mais en fait, il raconte n'importe quoi. J'ai dit pourquoi tout à l'heure, un LLM n'est pas designé pour répondre à des questions et encore moins pour répondre de manière correcte à des questions. C'est ce qu'on appelle l'hallucination chez ces modèles. Il a été montré qu'on ne peut pas y résoudre et donc il y aura toujours cette notion de comment est-ce qu'on se rapproche de plus en plus de la qualité, notamment avec des solutions hybrides. Deuxième grande catégorie de limites, et de risques, c'est tout ce qui vont être limites autour, on va dire, éthique, sociale, sociétale, etc. Et là-dedans, il y a tout un paquet de choses. Il y a tout ce qui va être consommation énergétique, accès aux ressources, etc. Là, j'ai choisi de vous parler un petit peu plus précisément de tout ce qui est biais, et en particulier les biais algorithmiques. Vous savez que les biais algorithmiques, ce sont... tiennent au fait que la machine va traiter de manière spécifique un groupe d'individus en fonction de ses croyances, etc. Et il y a un grand débat en ce moment. Est-ce qu'une intelligence artificielle doit être entraînée à être bien pensante ou au contraire, est-ce qu'on la laisse être complètement libertarienne et tenir les propos les plus horribles possibles? Mais quel que soit le choix qu'on fasse, la vision du monde des concepteurs de ces IA est embarquée dans le modèle. La vision du monde économique, politique, éthique, philosophique, etc. est embarquée dans le modèle. D'accord? Et ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, quand on va utiliser ChatGPT ou un autre système d'IA générative va nous retourner une synthèse qui embarque cette vision du monde. Et quand cette vision du monde elle est définie aux États-Unis ou en Chine, et qu'on est en Europe, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment aligné avec mes valeurs? Voilà, donc là, il y a un véritable sujet autour de ça, et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée et à laquelle on doit réfléchir. Je t'ai vu. Et j'arrive à ma conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on est susceptible de voir en 2023? Plusieurs choses. Amélioration de la qualité de ces outils pour plusieurs raisons, parce qu'on a des algorithmes qui sont de plus en plus performants, parce qu'on a des volumes de données qui sont de plus en plus importants pour entraîner ces modèles. Et puis, troisièmement, on est bien sûr une puissance de calcul qui permet d'entraîner ces modèles. Entraîner ChatGPT, enfin un GPT-3 sur un GPU, c'est 300 ans de puissance de calcul. Donc, en général, on a un petit peu plus de GPU et ça doit pouvoir se faire en un mois, mais voilà. Deuxième chose, l'adoption généralisée, je l'ai dit, va mener au fait qu'on va voir émerger des cas d'usage, c'est le troisième point, qui sont difficiles à prédire. Et on va voir évoluer la réglementation. Par exemple, la Chine a d'ores et déjà mis en place en début d'année, le 10 janvier, une loi qui s'appelle la Deep Synthesis Law, qui oblige les entreprises qui utilisent du contenu généré par une IA à divulguer le fait que ça a été généré par une IA. Donc la réglementation va également évoluer. C'est mon dernier slide. Merci Albert, merci, je suis navré. C'est mon dernier slide. Alors en vitesse, très rapidement. Je vous invite à consulter ce papier très très intéressant qui est sorti il y a une dizaine de jours de chez Microsoft Research, qui s'appelle « Des étincelles d'intelligence générale ». Il y a un an, encore un an, quand on parlait aux experts, j'interagis avec beaucoup d'experts en IA dans le monde, il y avait une sorte de consensus que que l'intelligence artificielle générale finirait par arriver, mais on disait sans doute pas avant une décennie. Et là, depuis quelques semaines ou quelques mois, de plus en plus d'experts disent qu'au final, on est peut-être plus près de l'IA générale que ce qu'on pensait et que ces IA génératives sont peut-être la voie vers les intelligences artificielles générales. J'avais encore 2 slides, mais bon... Mais c'est passionnant, on pourrait y passer la nuit, mon cher Albert, on pourrait y passer des semaines, mais en revanche, on va devoir effectivement mettre un terme à cette keynote passionnante, inspirante. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Albert Mech, directeur associé du cabinet Arthur D. Little. Oui, c'est passionnant, on pourrait y passer la nuit, Albert. Hein.